Ma fiancée a voulu reporter notre mariage pour faire un voyage en Europe avec ses amis de l'université, alors j'ai annulé le mariage. Moi et Sarah, on était ensemble depuis environ 5 ans, fiancés depuis presque 3. Les choses allaient bien, ou du moins je le pensais. On avait fixé une date de mariage, tout était réservé, et j'étais persuadé qu'on était sur la même longueur d'onde. Apparemment, je me trompais. Il y a environ 6 semaines, elle m'annonce qu'elle part en voyage en Europe avec ses anciennes copines de fac. Elle appelait ça un voyage unique dans une vie, ou peu importe. J'étais d'accord. Enfin, ce n'est pas comme si j'allais l'empêcher de partir avec ses amis. Pas vrai? En fait, je l'ai même emmené à l'aéroport, aidé avec ses bagages, je lui ai donné un baiser d'adieu et je lui ai souhaité de bien s'amuser. Et c'est là qu'elle m'a sorti ça, le fameux on a besoin de faire une pause. Mais ce n'était pas comme si elle m'avait dit, asseyons-nous et discutons. Non. Elle me balance ça alors qu'on marche vers la sécurité, comme si de rien n'était. Je me souviens avoir pensé, qu'est-ce que tu veux dire par une pause? Mais avant même que je puisse répondre ou poser des questions, elle était déjà dans la file, me faisant signe de la main, et c'était fini. J'ai même pas réalisé tout de suite. J'ai repris la voiture pour rentrer, pensant que c'était peut-être juste un commentaire bizarre parce qu'elle était stressée par le voyage. Mais ensuite, j'ai essayé de l'appeler, juste pour prendre des nouvelles. Et devine quoi? Bloqué. Directement bloqué partout. Impossible de l'appeler, impossible d'envoyer un SMS, rien. J'ai vérifié les réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose ou donné des nouvelles de son voyage. Bloqué là aussi. C'est là que j'ai commencé à comprendre que ce fameux break, ce n'était pas une remarque en l'air. Elle le pensait vraiment. Elle est partie en Europe et a décidé de me couper sans même en parler. J'ai essayé d'attendre quelques jours. Peut-être qu'elle allait se calmer. Peut-être qu'elle allait réaliser qu'elle était ridicule. Mais après 5 jours de silence total, j'étais fixé. J'ai pris ma décision sur le champ. Le mariage, c'était fini. Et tu sais quoi? J'ai eu un bon sentiment après avoir pris cette décision. Pourquoi rester avec quelqu'un qui pense qu'elle peut disparaître comme ça quand ça lui chante? J'allais pas l'attendre comme un idiot qu'elle décide si elle voulait encore être en couple ou pas. Hors de question. Elle avait fait son choix, alors j'ai fait le mien. J'ai tout annulé. La salle, le traiteur, les fleurs, tout ce qu'on avait prévu pour le mariage, j'ai tiré la prise. Et j'ai même été plus loin, j'ai décidé qu'elle n'emménagerait pas chez moi non plus, ce qui était prévu pour mars. Non. Elle trouvera sa solution quand elle rentrera de ses petites vacances, mais ce ne sera pas avec moi. Des semaines sont passées, et pas une seule nouvelle. Pas un message, pas un appel, rien. Puis, un jour, elle m'appelle de nulle part. Je n'ai même pas reconnu le numéro, elle devait en avoir pris un autre ou je ne sais pas. Elle me dit qu'elle rentre jeudi matin, me donne ses détails de vol comme si ça m'intéressait, et agit comme si tout allait bien, comme si elle ne m'avait pas ghosté pendant 6 semaines. J'ai marqué une pause, puis je lui ai dit, et en quoi ça me concerne? Le silence de l'autre côté du fil valait de l'or. Elle ne savait pas quoi répondre. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de s'expliquer non plus. Je l'ai bloqué, exactement comme elle l'avait fait avec moi, et c'était terminé. Enfin, c'est ce que je croyais. Plus tard dans la journée, j'ai décidé qu'il était temps d'informer les gens, surtout puisque le mariage était annulé. On avait un groupe avec des amis et de la famille, alors j'ai juste envoyé un petit message, « Salut, juste pour vous prévenir, le mariage est annulé, et notre relation aussi. » Je pensais pas que ça allait faire autant de bruit, mais waouh, les questions ont commencé à fuser. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, alors j'ai raconté. J'ai dit que Sarah était partie en Europe, avait décrété qu'on avait besoin d'une pause sans même m'en parler, puis m'avait bloqué pendant 6 semaines. Les gens étaient choqués. Certains étaient même en colère pour moi, et honnêtement, ça faisait du bien d'avoir du soutien. On ne sait jamais comment les autres vont réagir à ce genre de nouvelles, mais ça m'a réchauffé. Vers 14 h, Sarah a enfin décidé de réagir. Elle n'a pas dit grand-chose au début. Juste qu'elle voulait que je l'appelle pour qu'on puisse discuter. Pas question. Je lui ai dit qu'on pouvait en parler là, dans le groupe, si elle voulait s'expliquer. Elle n'a pas aimé. Elle m'a sorti un truc du genre, c'est entre nous, pas pour tout le monde. Ouais, non. Elle avait rendu ça public le jour où elle a disparu de ma vie sans un mot. Elle a essayé de m'envoyer encore quelques messages, mais je suis resté bref. Je n'étais pas d'humeur à écouter ses excuses. À 18 h, elle me suppliait presque de venir la chercher à l'aéroport pour qu'on parle. Sérieusement? Comme si de rien n'était. Je lui ai dit clairement, c'était ton plan, pas le mien. Aucun de tout ça n'était mon plan. Et je le pensais. Je n'allais pas courir à l'aéroport comme un idiot après tout ce qu'elle avait fait. Pour être honnête, une partie de moi attendait encore une explication qui aurait rendu les choses logiques. Je voulais croire qu'il y avait une raison valable, quelque chose qui justifierait son comportement. Mais plus le temps passait, plus je comprenais qu'il n'y aurait rien. Pas de grande excuse, pas de malentendu. Elle avait fait son choix, et je devais vivre avec. Alors, les jours suivants, je me suis concentré sur ma propre vie. Pas question de la laisser me détruire. J'ai commencé à passer en revue nos comptes communs, à tout séparer. Et oui, j'ai changé les serrures de mon appart.
Pas envie qu'elle débarque sans prévenir en croyant qu'elle pouvait réintégrer ma vie comme ça. C'était fini. J'ai même commencé à regarder des voyages pour moi. Je me suis dit que si elle pouvait se barrer en Europe pendant 6 semaines, moi aussi je pouvais m'accorder du temps. Je le méritais après tout ce qu'elle m'avait fait. Voilà où j'en suis maintenant. Elle rentre dans quelques jours, mais je ne serai pas là à l'attendre. Elle se débrouillera pour rentrer. Pour moi, ce chapitre est clos, et je vais vers de meilleures choses. Bon. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé après. Parce que ça a vite dégénéré. Après avoir accepté que le mariage était terminé, je pensais que ce n'était qu'une question de temps avant que Sarah essaie de me recontacter. J'étais prêt. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'elle essaie aussi vite de jouer la victime. Tout a commencé quand j'ai reçu un message d'une amie à nous, Émilie. Émilie est cool, elle a toujours été honnête avec moi. Mais là, elle était un peu hésitante, comme si elle ne voulait pas vraiment se mêler de ça. Et elle m'envoie une capture d'écran d'un autre groupe, évidemment un où je n'étais pas. C'était Sarah qui parlait avec ses copines, en train de raconter l'histoire comme si j'étais celui qui avait surréagi. Tu y crois? Dans la discussion, elle leur disait à quel point le mariage la stressait et qu'elle avait eu besoin d'espace pour y voir plus clair. Elle a même dit un truc du genre, je n'avais pas prévu que la pause dure aussi longtemps, mais je pensais qu'il comprendrait. Et puis il y avait cette perle, j'avais juste besoin de savoir si j'étais prête pour le mariage, mais il a tout annulé avant que je puisse lui parler. J'ai failli éclater de rire en lisant ça. Comme si c'était moi le problème alors qu'elle m'a bloqué partout pendant 6 semaines, et qu'ensuite elle agit comme si je ne lui avais pas donné la chance de discuter? Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai senti mon sang bouillir rien qu'en lisant ces messages. Elle jouait à fond la carte de la victime, racontant à tout le monde que j'étais irrationnel et que j'avais annulé le mariage sur un coup de tête. À ce stade, je savais que je ne pouvais pas la laisser réécrire l'histoire en me faisant passer pour le méchant. Alors j'ai décidé de prendre les choses de front. Pas question de la laisser réécrire les faits. J'ai sauté dans le groupe principal où nos amis proches et notre famille réagissaient encore à l'annonce de l'annulation du mariage. Tout le monde essayait de comprendre ce qu'il s'était passé, et je me suis dit qu'il était temps de mettre les choses au clair. J'ai posté un message qui disait « Écoutez, je veux juste que tout le monde connaisse la vérité. Sarah a décidé toute seule qu'on faisait une pause, sans m'en parler, puis elle m'a bloqué pendant 6 semaines. Et maintenant, elle fait comme si c'était un malentendu. J'ai annulé le mariage parce que je n'allais pas rester à attendre quelqu'un qui ne me respecte même pas assez pour avoir une conversation. » Aussitôt, les réponses ont commencé à arriver, des messages de soutien, des gens qui disaient à quel point la situation était injuste. Sarah est restée silencieuse dans le chat pendant une bonne heure, puis elle a fini par entrer avec une excuse bidon, du style « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Encore une fois, aucune responsabilité, aucune vraie excuse, juste une tentative de sauver la face. Un de mes potes, Jake, est intervenu et l'a remise à sa place devant tout le monde. « Sarah, tu ne peux pas juste larguer une peau sur quelqu'un, disparaître pendant des semaines, et t'attendre à ce que tout soit normal quand tu reviens. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. » Honnêtement, j'étais soulagé que quelqu'un d'autre le dise, parce que j'en avais marre de devoir me défendre tout seul. Et c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. L'amie de Sarah, Megan, que j'ai toujours soupçonné d'être un peu louche, a décidé de la défendre. Megan commence à dire que Sarah avait traversé beaucoup de choses et que la pression du mariage pouvait vraiment te faire perdre pied. Elle essayait de présenter Sarah comme une victime du stress et de l'anxiété. Bon, d'accord, je comprends que préparer un mariage soit stressant, mais ce n'est pas une excuse pour bloquer ton fiancé et disparaître 6 semaines pendant que tu fais la fête en Europe. Megan continue, en disant des trucs du genre, tu aurais dû laisser à Sarah plus de temps pour tout digérer ou encore peut-être que tu as réagi trop vite en annulant le mariage. Là, j'ai craqué. J'allais pas rester là à écouter une tierce personne qui n'était même pas dans la relation m'expliquer comment gérer ça. Alors j'ai répondu, Megan, avec tout le respect que je te dois, tu n'as aucune idée. Ce n'est pas une question de stress lié au mariage. C'est le fait que Sarah m'a bloqué, qu'elle m'a coupé complètement, et qu'elle n'a pas daigné m'adresser une seule fois la parole pendant tout le voyage. J'ai essayé. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages, et je n'ai rien eu. Combien de temps j'étais censé attendre encore? 6 semaines de plus? 1 an? Si Sarah ne voulait plus être avec moi, elle aurait pu me le dire. Mais au lieu de ça, elle a disparu et s'attendait à ce que je reste à l'attendre. Ça ne marche pas comme ça. Le chat est devenu silencieux après ça. Je crois que tout le monde commençait à réaliser à quel point c'était tordu. Même Megan n'avait plus grand-chose à dire. Quelques jours ont passé, et je pensais que les choses allaient enfin se calmer. Mais non. Je reçois un appel de Rachel, la sœur de Sarah. Rachel et moi nous entendions plutôt bien, donc je pensais qu'elle m'appelait juste pour prendre de mes nouvelles. Mais dès que je décroche, elle attaque, « Pourquoi tu as annulé le mariage sans parler à Sarah d'abord ?» J'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que Rachel prenne le parti de sa sœur, surtout après tout ça. Je lui ai dit, « Rachel, ta sœur m'a bloqué. » Comment étais-je censé lui parler si elle m'a littéralement coupé tout contact? Rachel n'avait pas vraiment de réponse, mais elle continuait d'insister,
disant que Sarah avait le cœur brisé et que j'aurais dû attendre son retour pour en discuter. Là, j'en ai eu marre. Je lui ai dit cash, écoute, je comprends que tu veuilles défendre ta sœur, mais ce qu'elle a fait est mal. Elle ne m'a pas laissé mon mot à dire sur cette histoire de pause, et je ne vais pas attendre quelqu'un qui ne me respecte pas. Si Sarah veut s'expliquer, elle sait comment me joindre. Mais ce n'est pas moi qui vais réparer ça. Rachel a essayé d'en rajouter, mais je lui ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché. Pas question de répéter la même discussion avec toutes les personnes que Sarah m'envoyait. Le soir même, je reçois un autre message de Sarah. Cette fois, elle s'excusait. Enfin, façon de parler. Elle disait qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées, mais sans prendre la moindre responsabilité pour ses choix. C'était une de ces demi-excuses où elle essayait de faire croire qu'on était tous les deux responsables. Je n'ai pas répondu. Ça ne servait à rien. Elle avait fait son lit, maintenant elle devait y dormir. Après ça, je l'ai rebloquée partout. Juste pour être sûr qu'il n'y aurait plus de drama. Je n'avais aucun intérêt à écouter ses excuses ou à la laisser prolonger cette histoire. Et au final, j'ai réalisé quelque chose, j'avais esquivé une balle. Si c'est comme ça que Sarah réagit quand les choses deviennent compliquées, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été une fois mariée. J'étais triste pour le temps perdu, mais soulagé que ça se soit terminé avant d'empirer. Maintenant je pouvais avancer, et c'est exactement ce que je comptais faire. Mise à jour 1. Alors, après tout le drama avec Sarah et ses tentatives de me faire culpabiliser pour reconsidérer le mariage, je pensais que ça allait se calmer un peu. Mais non, pas dans ma vie. Apparemment, j'avais encore droit à bien plus que prévu. Environ une semaine après avoir bloqué Sarah une bonne fois pour toutes, je reçois un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, parce qu'à ce stade, j'étais plus d'humeur pour encore du drama. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai décroché. Et devine qui c'était? La mère de Sarah. Oui, sa mère. Jean, quoi? Maintenant, la mère de Sarah, Lisa, avait toujours été ce genre de personne super gentille en apparence, mais tu sentais toujours une petite dose de passif-agressif sous la surface. Le genre de personne qui te fait un compliment, mais qui sonne presque comme une insulte. Tu vois le genre? Bref, Lisa commence la conversation comme si de rien n'était. Coucou, chérie. Comment tu vas? Elle me dit ça comme si on n'avait pas annulé un mariage et comme si je n'avais pas coupé les ponts avec sa fille. J'allais pas jouer le jeu, alors j'ai été direct, je vais bien, Lisa. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là qu'elle commence son discours culpabilisant. Elle dit, oh, on attendait tellement ce mariage, et toute cette histoire a vraiment bouleversé Sarah. Tu sais qu'elle pleure tous les jours depuis qu'elle est rentrée, pas vrai? Elle est complètement anéantie. À ce moment-là, je n'allais pas me laisser attendrir par Sarah, pas après tout ce qu'elle avait fait. Alors je lui ai dit franchement, Lisa, je suis désolé que Sarah soit bouleversée, mais elle a fait ses choix. Je n'ai pas annulé le mariage sans raison. Et là, Lisa me sort, eh bien, peut-être que tu as un peu surréagi. Tu sais, Sarah était simplement nerveuse à propos de tout ça, et parfois les gens font des erreurs quand ils sont stressés. Tu ne crois pas que tu devrais lui donner une seconde chance? J'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Franchement, elle agissait comme si Sarah m'avoir bloqué pendant 6 semaines et disparu était juste une petite erreur sans importance. Pas question. Lisa, j'ai dit, ce n'était pas juste du stress. Elle m'a littéralement bloqué de partout et est partie en Europe sans un mot. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de main. Si Sarah avait des doutes, elle aurait dû m'en parler, pas me couper de tout. Mais Lisa n'en avait pas fini. Oh non. Elle continuait, je sais que ça a l'air grave, mais pense à toutes ces années que vous avez passées ensemble. Vous aviez une si belle relation. Tu ne veux pas essayer de la sauver? Je suis sûr qu'une fois que Sarah t'expliquera tout, tu comprendras. À ce stade, j'étais franchement agacé. C'était comme si Lisa n'écoutait même pas ce que je disais. Elle était tellement obsédée par l'idée que je reprenne Sarah qu'elle ne considérait pas ce que moi je ressentais. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme, et j'ai dit, Lisa, avec tout le respect que je vous dois, Sarah a eu 6 semaines pour me contacter. Et elle ne l'a pas fait. J'ai déjà pris ma décision. Le mariage est annulé, et c'est définitif. Je pensais que ça mettrait un terme à la discussion, mais Lisa n'avait pas dit son dernier mot. Elle me sort, eh bien, si tu ne veux pas parler à Sarah, viens au moins dîner chez nous pour qu'on puisse discuter en famille. Peut-être qu'on pourrait régler ça ensemble. J'étais sans voix. Elle m'invitait à un dîner de famille comme si c'était juste une petite dispute qu'on pouvait résoudre autour d'une assiette de spaghettis. Je savais que ça ne mènerait nulle part, alors je lui ai répondu, merci pour l'invitation, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on passe tous à autre chose. Et là-dessus, j'ai raccroché. Tu crois que c'était fini? Hein? Faux. Le lendemain, je reçois un message du père de Sarah. Alors laisse-moi te dire, son père, Tom, c'est le genre de vieux de la vieille qui pense toujours avoir raison. Il ne m'a jamais vraiment apprécié, mais il me supportait parce que Sarah et moi étions ensemble. Donc quand j'ai vu son message, je savais que ça n'allait pas être une discussion agréable. Il m'a carrément attaqué, disant que je gâchais quelque chose de bien et que je détruisais la vie de Sarah en ne lui laissant pas une chance de s'expliquer. Il a même dit un truc du style, un homme n'agit pas comme ça. Tu devrais soutenir ta fiancée,
pas fuir au premier problème. Ça m'a vraiment énervé. J'avais soutenu Sarah pendant des années, et voilà comment on me traitait. Je n'ai pas répondu à Tom, parce que je savais que ça tournerait en dispute inutile, et honnêtement, j'en avais marre. Mais le pire restait à venir. Quelques jours plus tard, je reçois un message de Sarah. Elle avait utilisé un autre numéro pour me joindre, et c'était un pavé, plusieurs paragraphes. Elle expliquait qu'elle était désolée pour tout, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, et qu'elle avait compris avoir fait une erreur. Elle disait qu'elle était confuse à propos du mariage, qu'elle avait eu besoin de temps pour réfléchir mais qu'elle ne savait pas comment me le dire, alors elle avait paniqué et m'avait bloqué. Puis elle a lâché la bombe. Elle disait qu'elle voulait toujours se marier. Oui, tu as bien lu. Après tout ça, après m'avoir bloqué, ignoré pendant 6 semaines et essayé de mettre ça sur le compte du stress, elle voulait quand même m'épouser. C'était comme si elle vivait dans un monde parallèle où tout pouvait redevenir normal avec une simple excuse. Je suis resté là, à fixer le message, ne sachant pas trop quoi dire. Une partie de moi était encore en colère, non, en fait, la majeure partie de moi était en colère. Mais il y avait une petite partie qui se sentait, je sais pas, triste, je suppose. On avait passé des années ensemble, et c'est comme ça que ça se terminait. Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était pas quelque chose que je pouvais pardonner. Ce n'était pas seulement à propos du mariage ou du voyage en Europe. C'était une question de confiance. Sarah avait brisé cette confiance, et aucune excuse ni explication ne pourrait réparer ça. Je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui pensait qu'il était acceptable de disparaître dès que les choses devenaient compliquées. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début. J'ai bloqué le numéro qu'elle utilisait, supprimé le message, et je suis passé à autre chose. Pour de vrai, cette fois. Après tout ça, j'ai ressenti comme un poids en moins sur mes épaules. Je n'étais plus prisonnier de la culpabilisation de Sarah ni de la pression de sa famille. Je pouvais enfin me concentrer sur moi-même et sur ce que je voulais pour l'avenir. Et franchement, ça faisait un bien fou. Mise à jour 2. Bon, tu te dis que, puisque j'avais bloqué Sarah et sa famille à nouveau, les choses allaient enfin se calmer, non? Faux. Bien sûr que non. Parce que ce serait trop facile. Je te jure, c'était comme s'il ne pouvait pas accepter que le mariage soit annulé, et il continuait de m'attaquer de tous les côtés, comme s'il voulait m'user à la longue. Mais ça n'a pas marché. Quelques jours après la dernière tentative de Sarah de me joindre, je reçois un texto de quelqu'un d'autre. Cette fois, c'était l'une des demoiselles d'honneur de Sarah, Cathy. Alors Cathy et moi, on n'était pas vraiment proches. Elle était toujours sympa quand on traînait en groupe, mais elle était plus l'amie de Sarah que la mienne. Donc quand j'ai vu son nom s'afficher, j'ai tout de suite eu des doutes. Le texto commençait gentiment, elle me demandait comment j'allais, disait qu'elle avait entendu parler de la rupture, blablabla. Mais je n'étais pas idiot. Je savais qu'elle n'écrivait pas sans raison. Alors j'ai gardé ma réponse courte, un truc du style « Oui, ça va. J'affronte les choses un jour à la fois. » Et là, elle lâche « Je pense que tu devrais écouter Sarah. » Et c'était reparti. Je suis resté un moment à fixer mon téléphone, me demandant si je devais répondre ou juste bloquer Cathy et passer à autre chose. Mais j'étais curieux. Je voulais voir où ça allait. Alors je lui ai demandé pourquoi elle pensait ça. Cathy s'est lancée dans un long discours, disant que Sarah allait vraiment mal, qu'elle pleurait tous les jours depuis son retour d'Europe. Elle a dit que Sarah avait trop peur de me contacter directement parce qu'elle pensait que je ne l'écouterais pas. Apparemment, Sarah avait dit à ses amis qu'elle avait fait une grosse erreur mais qu'elle ne savait pas comment réparer. J'ai soupiré, sentant la frustration remonter. Cathy, j'ai déjà entendu tout ça. J'ai donné des chances à Sarah de s'expliquer et elle ne l'a pas fait. Elle m'a bloqué 6 semaines et pensait que tout irait bien à son retour. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste oublier. Cathy a insisté, disant que Sarah avait seulement eu besoin d'espace et qu'elle ne voulait pas me blesser. Mais plus elle parlait, plus je comprenais ce qui se passait vraiment. Sarah avait envoyé Cathy pour faire le sale boulot, pensant que j'écouterais peut-être quelqu'un d'autre. C'était comme si elle n'avait même plus le courage de m'affronter directement. J'en avais fini. J'ai dit à Cathy, écoute, j'apprécie que tu essaies d'aider, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec quelques excuses. C'est terminé, point final. Je pouvais voir qu'elle voulait continuer à insister, mais je ne lui ai pas laissé la chance. Je l'ai bloquée aussitôt. Et puis, juste quand je pensais enfin être tranquille, je reçois un autre message. Cette fois, c'était de la part d'un des cousins de Sarah, Marc. Je n'avais pas eu de nouvelles de Marc depuis des mois, et d'un coup, il m'écrit pour me demander si on pouvait se voir afin de parler de tout ça. À ce stade, j'en avais tellement marre que tout le monde essaie de me ramener dans le drame de Sarah que j'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité a pris le dessus. Je voulais savoir par quel angle Marc allait m'attaquer, alors j'ai accepté de le voir autour d'un café. Quand je suis arrivé au café, Marc était déjà là, un peu nerveux. On s'est assis, on a échangé quelques banalités maladroites, puis il a fini par entrer dans le vif du sujet. Écoute, mec, je sais que toute cette histoire avec Sarah a été un vrai désastre. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et voir s'il y avait un moyen que vous puissiez arranger les choses. J'ai failli éclater de rire. Marc, c'est fini. Il n'y a rien à arranger.
Elle a fait ses choix, et moi j'ai fait les miens. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il savait qu'il allait dire quelque chose qui ne me plairait pas. Ouais, je comprends. Mais voilà, Sarah n'arrête pas de dire qu'elle pense avoir fait une erreur. Et, disons qu'elle laisse entendre que vous pourriez peut-être réessayer si tu lui laissais un peu de temps. J'ai posé mon café, essayant de garder mon calme. Marc, sans vouloir te vexer, Sarah a eu sa chance. Elle a fait une erreur, d'accord. Mais ce n'était pas juste une erreur. Elle m'a ghosté pendant des semaines. Elle m'a rayé de sa vie comme si je n'existais pas. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet comme ça. Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il ne m'écoutait pas vraiment. Ouais, mais si elle est vraiment sérieuse à propos de réparer les choses? Elle parle de vouloir se racheter auprès de toi. J'ai secoué la tête. Marc, je comprends que tu essaies d'aider, mais ça n'arrivera pas. Si Sarah veut tourner la page, c'est très bien. Mais je ne suis pas intéressé à reprendre là où on s'était arrêté. On est resté assis en silence un moment, tous les deux conscients que cette discussion n'allait nulle part. Finalement, Marc a haussé les épaules et a dit « Je comprends. Je voulais juste tenter ma chance. » J'ai fini mon café, je me suis levé et j'ai dit « Merci d'avoir essayé, mec, mais c'est fini. Il est temps qu'on passe tous les deux à autre chose. » Il m'a donné un sourire à moitié sincère et on s'est dit au revoir. Après ça, je me suis dit que peut-être, juste peut-être, ça serait enfin terminé. Je veux dire, combien de personnes Sarah pouvait encore m'envoyer, non? Eh bien, apparemment, je me trompais encore. Parce que le lendemain, je reçois un message de la tante de Sarah, rien que ça. Je connaissais à peine cette femme. On s'était croisés à quelques événements de famille, on avait échangé des banalités polies, mais ça s'arrêtait là. Alors quand j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone, j'ai su qu'il y avait un gros problème du côté de la famille de Sarah. Sa tante commence par me dire qu'elle a entendu parler de la rupture et qu'elle voulait savoir comment j'allais. À ce stade, j'en avais tellement marre que je lui ai carrément demandé « C'est Sarah qui vous envoie ?» Sa réponse ? Pas exactement. Mais elle souffre beaucoup, et j'ai pensé que je pouvais aider à faire la médiation entre vous deux. J'ai failli balancer mon téléphone à travers la pièce. Médiation ? J'ai répondu par texto « Il n'y a rien à médiatiser. C'est fini. » Je ne sais pas comment être plus clair. Mais elle n'a pas lâché. Elle m'a dit que l'amour valait la peine qu'on se batte pour lui et que je ne devrais pas jeter des années d'une bonne relation à cause d'un malentendu. C'est là que j'ai compris que Sarah devait raconter tout un baratin à sa famille, comme si j'étais celui qui avait exagéré. Cette fois, je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je l'ai bloqué et j'ai décidé que c'était terminé. Plus de conversations. Plus d'explications. Plus de chance laissée à qui que ce soit pour me ramener dans ce bourbier toxique. C'était fini. Pour de vrai, cette fois. Après ça, enfin, le silence. Plus de textos, plus d'appels, plus de membres de sa famille qui apparaissent dans ma boîte de réception pour essayer de me culpabiliser afin que je reprenne Sarah. Ça faisait du bien. Comme si je pouvais enfin respirer sans le poids de son drame sur les épaules. Et honnêtement, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avancer vraiment. Plus d'attente d'excuses qui ne veulent rien dire. Plus de « et si ». Juste moi, concentré sur la suite. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mise à jour 3. Bon, voici comment tout s'est finalement terminé. Et ouais, bien sûr que ça ne s'est pas fini tranquillement. On pourrait croire qu'après avoir bloqué Sarah, sa mère, ses demoiselles d'honneur et pratiquement toute sa famille, les choses allaient enfin s'arrêter. Mais non. Parce que Sarah, elle a décidé de faire un dernier coup, et c'est celui qui m'a fait réaliser jusqu'où elle était prête à aller pour essayer de me récupérer, ou du moins pour obtenir ce qu'elle voulait. Un mois après tout ça, je reçois une lettre par la poste. Oui, une vraie lettre, comme si on était au 19e siècle. J'ai failli ne pas l'ouvrir, parce que sérieusement, qui envoie encore des lettres? Mais l'écriture me disait quelque chose, et je me suis dit, pourquoi pas? Je pensais que ce serait une ultime tentative de Sarah, mais rien de trop fou. J'avais tort. J'ouvre la lettre et c'est un long message écrit à la main par Sarah. Des pages entières. Elle y déverse son cœur, dit qu'elle me manque, qu'elle regrette tout, blablabla. Mais voilà la partie dingue, elle ne se contente pas de dire qu'elle est désolée. Elle commence à parler du fait qu'elle voulait qu'on se revoie, qu'elle avait encore la clé de mon appartement. Je répète, elle a dit qu'elle avait encore la clé de mon appartement. La même clé dont j'avais complètement oublié l'existence. Mon estomac s'est noué. J'avais déjà changé les serrures une fois quand tout ça avait commencé, mais je n'avais même pas pensé au fait que Sarah croyait peut-être encore avoir accès à chez moi. Je me suis immédiatement levé, j'ai vérifié mes serrures, encore une fois, et j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Mais ce n'était pas tout. La lettre n'était pas juste une excuse. Elle exposait carrément un plan pour repartir à zéro. Elle disait qu'elle avait parlé avec sa mère du fait qu'on devrait aller en thérapie de couple, et qu'elle pensait que si on pouvait simplement se revoir en face à face, on pourrait arranger les choses. À ce stade, j'étais plus agacé qu'autre chose. Sérieusement, elle pensait vraiment que c'était une bonne idée? Après m'avoir bloqué, ghosté, envoyé toute sa famille contre moi, et avoir agi comme si c'était moi qui devais réparer les choses? J'en revenais pas. Et le meilleur dans tout ça? Vers la fin de la lettre,
elle mentionne qu'elle avait déjà pris des dispositions pour qu'on rencontre un conseiller. Comme si elle avait déjà réservé les rendez-vous sans même me demander mon avis. L'audace, franchement. Elle n'avait pas demandé si j'étais intéressé, elle n'avait même pas pris la peine de vérifier avec moi. Elle avait juste supposé que j'allais suivre le mouvement. J'étais furieux. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne comprenait toujours pas. Après tout ce qui s'était passé, elle essayait encore de contrôler la situation, encore de me faire plier à sa volonté. C'était comme si elle pensait qu'en planifiant tout, je finirais par céder. Alors je me suis assis et je lui ai écrit une lettre en retour. Je me suis dit que si elle voulait jouer au vieux jeu de l'échange de lettres, j'allais participer une dernière fois. Mais cette fois, j'ai été clair. Je lui ai dit sans la moindre ambiguïté que c'était fini. Pas de thérapie de couple, pas de seconde chance, pas de rendez-vous pour discuter. Je lui ai dit de rendre la clé, même si j'avais déjà rechangé les serrures, et qu'elle devait passer à autre chose, parce que moi je l'avais déjà fait. J'ai envoyé la lettre et je me suis senti plutôt bien d'avoir enfin fermé cette porte pour de bon. Je pensais que ça allait être la fin de l'histoire. Mais non. Une semaine plus tard, je reçois une autre lettre de sa part. Cette fois, elle était beaucoup plus courte. Elle n'a pas argumenté ni essayé de me convaincre d'aller en thérapie. Elle a juste dit qu'elle comprenait mon point de vue, mais qu'elle pensait toujours que nous devrions parler. Et puis elle a ajouté quelque chose qui m'a vraiment fichu la trouille. Elle a mentionné qu'elle était passée en voiture devant mon appartement plusieurs fois et qu'elle avait vu que je n'étais pas là. Elle n'a pas dit pourquoi elle passait devant chez moi ni ce qu'elle faisait, mais le simple fait qu'elle me surveillait comme ça m'a donné des frissons. À ce moment-là, j'ai su que je devais faire quelque chose de plus radical. Je n'allais pas laisser ça tourner en une histoire de harcèlement. J'ai appelé mon propriétaire et je lui ai demandé s'il était possible d'installer plus de sécurité, voire des caméras. Je ne plaisantais plus. Et juste au moment où je croyais que ça ne pouvait pas devenir plus étrange, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle était au courant de tout ce qui s'était passé et elle m'avait soutenu depuis le début. Mais elle m'a appelé pour me dire que Sarah était venue chez elle, oui, qu'elle s'était présentée sans prévenir pour parler de nous. J'ai failli laisser tomber mon téléphone quand elle m'a dit ça. Sarah était allée chez ma mère pour essayer de la convaincre de me faire revenir. J'étais furieux. Non seulement Sarah franchissait mes limites, mais en plus elle impliquait ma famille, essayant de manipuler la situation à travers eux. Ma mère, Dieu merci, n'est pas tombée dans le piège. Elle a dit à Sarah que j'avais déjà pris ma décision et qu'elle devait la respecter. Apparemment, Sarah s'est mise à pleurer, mais ma mère n'a pas cédé. Elle lui a dit qu'il était temps de passer à autre chose. Après cet appel, j'ai compris que je devais franchir une dernière étape pour en finir définitivement. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Je ne voulais pas en arriver là, mais je n'avais pas le choix. Sarah devenait trop envahissante, et je devais protéger mon espace et ma famille. Quand Sarah a reçu les papiers, elle a enfin lâché prise. Plus de lettres. Plus de visites. Rien. C'était comme si elle avait enfin compris le message. Je ne me sentais pas bien d'avoir dû aller jusque-là, mais je savais que c'était la bonne décision. Et honnêtement, après tout ça, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris qu'il est normal de défendre ses limites, même quand les autres refusent de les respecter. J'ai appris qu'on ne doit pas offrir des chances infinies à quelqu'un, surtout quand cette personne a trahi notre confiance. Et surtout, j'ai appris que tourner la page, ce n'est pas seulement s'éloigner. C'est aussi protéger sa paix et son avenir. Alors voilà, c'est terminé. Je suis enfin libre de tout ce drame, et je vais de l'avant avec ma vie. Ce n'était pas facile, mais j'ai traversé ça. Et maintenant, je me concentre uniquement sur ce qui vient. Plus de retour en arrière.